Et alors, tu cours, Forkis. Tu cours. Dans le bourbier. À en perdre haleine. Et tu n'es pas seul, Forkis. Toujours du haut de tes 8 ans. Tu es accompagné, tenu par la main, par ta mère, Massia. Bien portante. Ainsi que ton père, Garland, qui vous guide à travers le bois du bourbier. Et puis, ton père vous amène dans une sorte de bosquet pour que vous vous cachiez. Ta mère a l'air extrêmement inquiète, tu l'es aussi. Et pour cause, vous êtes poursuivi. Ton père met son index sur ses lèvres et te regarde. Chut, pas un mot, Forkis. Et alors, tu les entends. Tes poursuivants. Garland! Tu ne peux pas faire ça au village! Garland! Massia! Vous ne pouvez pas! Pas un mot, Forkis. Pas un mot. Ton père te tire à nouveau par la main et indique à sa femme de le suivre. Ils se mettent à courir. Que fais-tu? Je les regarde partir. J'ai envie de les suivre, mais s'il m'a demandé de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit, je vais rester caché. Il vous arrête dans un autre bosquet. Car, malheureusement, la forêt est plus clairsemée à cet endroit. Ça devient problématique. Et vous entendez toujours ses poursuivants. Garland, tu reconnais la voix de Corvou, le druide. Ton fils a reçu la bénédiction des Morrigan. Il y a toujours un prix à payer, tu le sais. C'est son devoir d'aider le village. Massia, ton fils t'a sauvé. Tu ne peux pas priver les autres de ce que Forkis t'a donné. Massia, il sera révéré et respecté. Qu'est-ce que tu ressens en cet instant, Forkis? De la terreur? Autre chose? Ouais, en partie de la terreur, mais aussi une pointe de dégoût. Ces gens que j'avais l'impression de connaître et qui en fin de compte me semblent maintenant totalement étrangers. Garland se retourne vers ta mère. On va devoir être à découvert. Je vais faire diversion. Garland, non, tu peux pas faire ça, tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire. Ils ne sont plus eux-mêmes. Nous n'avons pas le choix. Je vais faire diversion. Tu vas l'emmener. C'est extrêmement important. Tu dois l'emmener. Amène-le à Pont du Palu. Ce n'est pas si loin que ça. Vous pouvez y arriver. Garland, non, je peux pas faire ça, on peut pas te laisser ici. Garland, ton père se retourne vers toi, Forkis. Il t'attrape par les épaules, fermement, comme un père, mais tu vois l'amour au fond de ses yeux. Forkis, mon grand. Prends soin de ta mère. Courez à Pont du Palu. Je vais faire diversion, je m'en sortirai. Vous devez fuir. Tu comprends, Forkis? J'ai fait un signe de tête et je dis reviens-nous, papa. Nous aussi, on a besoin de toi. Il a un petit sourire. Il te prend par la tête comme ça. Il te fait une accolade. Il te fait un bisou sur la joue. Et il te dit à l'oreille: Forkis, écoute-moi, mon fils. Tu ne dois rien aux gens. Tu n'as pas à te rendre malade pour eux. Vis pour toi, tu m'entends? Tu ne leur dois rien, mon fils. Il te fait un bisou sur le crâne. Et il sort du bosquet. Garland, reviens! T'entends comme une sorte de mouvement, les branches qui craquent, les feuilles qui crissent.
Tu n'entends que le bruit du bourbier et des poursuivants. Un poursuivi. Jamais je ne vous donnerai mon fils! Allez. Viens, Forkis. Faisons ce que ton père a dit. Je t'emmène à Pont du Palu. Allez. On y va. Maintenant. Cours avec moi. Elle te lâche la main. Elle sort du bosquet et elle court à découvert. Que fais-tu? Je me relève et du coup je la suis. Tu cours. Mais tu tombes. C'est plus difficile de courir pour toi, maintenant que tu boites. Tu tombes par terre, face dans la terre meuble. Tu es tout crasseux. Forkis! Ta mère est en train de revenir dans ta direction. Elle n'avait pas vu que tu étais tombé. Je relève la tête et je mets le doigt sur les lèvres. Et je me relève et j'essaie de repartir. Et l'opine du chef se met à courir également et se retourne. Allez, allez mon fils. Cours, tu vas y arriver. Tu titubes. Et alors que ta mère est à quelques mètres devant toi, peut-être 6-8 mètres, tu la vois d'un coup s'enfoncer dans la terre meuble. Jusqu'aux hanches. Elle retient un hoquet de stupeur, elle tente de se retourner. Regarde derrière son épaule, arrête-toi, Forkis, arrête-toi, stop. Je m'arrête et je commence à regarder autour de moi si je peux trouver quelque chose pour l'aider. Tu recherches. Elle ne bouge pas. Elle est dans un marécage. Comme je te l'ai dit, jusqu'à la taille, au ventre maintenant. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu peux me donner une idée? Des lianes, une branche, quelque chose que je pourrais lui lancer pour essayer de l'aider à sortir de là. Tu trouves une sorte de gros bout de bois, une branche d'arbre qui a dû tomber d'un des noueux du bourbier. Branche qui a l'air solide, assez longue. Qu'est-ce que tu décides d'en faire maintenant? Elle est embourbée jusque sous les seins. Je vais tâter avec le bout de bois jusqu'où je peux m'approcher et ensuite je vais m'allonger au sol et je vais lui tendre le bout de bois pour essayer de la tirer. Massia! T'entends ça un peu plus loin. Massia! Tu ne peux pas nous échapper! Elle attrape la branche. Tu vois, tu commences à lire un peu la peur dans son regard. Elle l'attrape, elle la tient. C'est bon, elle est agrippée, que fais-tu? J'essaie de la tirer. Et tu tires de toutes tes forces, et... Elle bouge pas. Elle bouge pas, c'est dur, c'est beaucoup plus difficile que ce que t'avais imaginé. Même elle a du mal à s'agripper à la branche. Attention. Elle commence à tirer, et tu te sens frotter contre la terre. Elle te tire en essayant elle-même de venir jusqu'à toi. Elle lâche la branche. Je me relève en prenant appui sur la branche. T'appuies sur la branche. J'y arriverai pas tout seul, maman. Attends. Forkis. Massia! Forkis, écoute-moi mon garçon. Tu me regardes? Écoute-moi. Elle est maintenant juste sous le cou. Forkis, mon fils, écoute-moi. Tu dois partir. Tu dois me laisser. Ils vont te reprendre. Je lui dis, arrête. Garde tes forces. Forkis, écoute-moi. Je vais les appeler. Je vais partir, mais je vais les appeler avant. Forkis, tu peux pas faire ça. C'est trop tard. Regarde où je suis maintenant. Écoute-moi. J'en ai plus pour longtemps. Écoute-moi, je t'en prie. Il faut que tu entendes mes paroles. Forkis, tu dois aller à Pont du Palu. Tu vas t'en sortir. Écoute-moi. J'ai entendu ce que ton père t'a dit. Avant de faire diversion. Je comprends pourquoi il dit ça. Et oui, je veux pas que tu te détruises pour les autres. Mais t'es un bon garçon, Forkis. Je suis si fier de toi. Je suis si fier de toi. Tu essayes d'aider les autres, il ne faut pas que tu oublies ça. Ça fait de toi ce que tu es, Forkis. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je suis si fier de toi. Tu comprends, mon fils? Dis-moi que tu comprends.
Les larmes commencent à couler le long de mes joues et je jonche juste la tête. C'est bien, Forkis. Allez. Elle l'a maintenant pratiquement au niveau du menton. Et tu commences à voir qu'en plus de la tristesse de te laisser, tu commences à lire la peur de la mort imminente. Allez, vite, fuis. Il y a de la boue dans sa bouche maintenant. Fuis. Un fils ne devrait pas voir sa mère mourir. Fuis. Cours, Forkis. Allez, pars. Je la regarde et je dis je suis désolé, tout ce que je voulais c'était t'aider. Et je pars en m'appuyant sur la branche pour essayer d'aller plus vite. Cette branche un jour sera utilisée pour fabriquer ta canne. Et tu t'éloignes. Massia! Et tu laisses ta mère derrière toi. Tu cours autant que faire se peut. Loin de ton village natal. En direction, peut-être, d'un salut. Argyle, tu es à côté de Marcus. Vous êtes dissimulé dans les fourrés, et vous n'êtes pas seul. Toute l'armée, ou une partie en tout cas de l'armée, est avec vous. Et de derrière les arbres, vous voyez les flammes, les brasiers des différents campements pharésiens. Ces salopards ne s'y attendent pas. En pleine guerre des Trois Couronnes. L'embuscade est prête. Marcus t'attrape le bras. Alors, t'es prêt, mon garçon? Prêt à tuer du pharésien? Ce sera même pas un vrai combat. Allez. Une respiration. 2 respirations. À l'attaque! Et l'assaut est lancé. Les soldats émergent du foyer. Tu émerges. Les pharésiens sont complètement pris par surprise. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux me dire qui tu attaques, dans quelles conditions ils sont, vous avez l'avantage, je te laisse complètement improviser ce que tu veux. Donc là on est d'accord qu'on attaque leur camp pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. Bah là il y en a qui sont aux latrines, donc j'en profite, j'en transperce un, je lui mets un coup de pied pour qu'il tombe dans la merde alors qu'il est même pas encore mort, qu'il est en train de souffrir, qu'il a ses plaies, et je commence à trancher sans vraiment être là en fait. J'ai un boulot à faire, il faut que c'est soit ça, soit je meurs, donc. Alors, tu les embroches, ils sont pris par surprise. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une bataille à ce moment, ce sont des assassinats. Mais, des ordres sont donnés dans le camp pharésien, et ils sont disciplinés, et les forces se rassemblent. Et bientôt, tu es confronté à 2 soldats pharésiens, mais Marcus vient à ton aide, et il en prend un à sa charge. Que fais-tu? C'est le moment de me décrire comment Argyle se bat face à ce pharésien armé d'un bouclier, d'une épée. Il n'a pas eu le temps de revêtir son armure. Ah, saloperie d'Almérien! J'en profite de ramasser de la terre ou un truc comme ça, et je lui jette dans les yeux pour qu'il soit gêné, et je l'attaque pour le tuer. Écoute, tu vas me faire un test. Je lance 2 dés difficulté 6. Je veux savoir comment ça se passe. Ce sera un seul test. Donc un test avec avantage, c'est ça? Oui. Ok. 6. Réussi. Il prend la terre dans les yeux, il essaie de te donner un coup de bouclier, mais tu peux facilement l'éviter, tu as l'avantage, t'es sur son flanc. Que fais-tu? Attention, alors que tu t'apprêtes à donner un coup peut-être fatal, tu vois 2 pharésiens qui sont en train de te charger avec des lances cette fois. Et ben, vu qu'il est gêné, j'en profite, je le bouscule pour l'envoyer sur les lances. Oh, ok. Tu l'envoies sur les lances. Il vient s'embrocher sur la lance d'un de ses corélégionnaires qui essaie de le dévisser de la lance pendant que l'autre te charge. Ah, il essaie de te planter la lance dans la cuisse. Que fais-tu pendant que l'autre est aux prises avec ta victime?
Alors, celui qui essaie de m'attaquer avec la lance, j'utilise mon épée à moi pour dévier sa lance. Et comme il peut plus me tenir à distance, c'est moi qui ai l'avantage vu que j'ai l'épée et que je peux aller au contact pour l'attaquer. Tu l'attaques, vous vous mettez à vous battre. Parade, il frappe. Ça glisse sur ton armure, mais il t'avait touché quand même. Il est coriace. Il s'écarte, il lâche sa lance, sort une sorte de coutelas. Et il essaie de t'attraper le bras. Oh, comment tu le tues? Décris-moi ça. Ça peut être une boucherie. Au moment où il essaie de lever la main avec le coutelas, c'est le moment où je mets un revers avec l'épée qui lui casse le bras les os et qui finit dans son visage en fait l'épée. Ouah, l'épée se plante littéralement dans le visage, juste à côté du nez. Dans la pommette, ça casse les os, ça le traverse. Le visage s'ouvre en deux. Il tombe à terre. Et là, tu vois 2 hommes qui courent à côté de toi en hurlant. Ils sont en train de brûler. Tu sais pas pourquoi, et c'est des Dalmériens. Ils se mettent à cramer, ils tombent par terre, ils sont en train de cramer. Et à côté, t'as la mêlée et tu vois Marcus qui est en train de se battre férocement. Et tu vois tes collègues qui sont en train de cramer. Que fais-tu? J'essaie de savoir d'où ça vient. T'essayes. Le feu. Tu regardes un peu partout, il y a du feu qui commence à s'embraser. Et tu entends comme des hurlements. Harlequin! Harlequin! Et tu vois une espèce de colosse avec une hache à 2 mains qui tourne au-dessus de lui. Il y a des viscères, il y a du sang. C'est juste une ombre qui sème la mort et la destruction telle la faucheuse. Derrière le brasier, tu ne vois que l'ombre. Et il en tue 1, 2, 3 à la fois. Que fais-tu? Là je sais que j'ai pas le dessus sur lui. Du coup je vais essayer de rejoindre Marcus pour qu'on puisse au moins être capable de se défendre à 2. Parce que tout seul c'est du suicide. Et tu le cherches, Marcus. Tu le cherches partout. Et il est en ligne, serré, avec 2 autres Dalmériens qui ont des lances. Lui, il a son épée, son bouclier. Et ils sont face à l'Arlequin. Et l'Arlequin les charge comme s'il n'était rien. Il attrape une des lances. Il la retourne, la plante dans le front d'un des mecs, donne un coup de pied dans l'autre. Et il attrape Marcus par la gorge. T'entends un... Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Il tombe par terre. Et il s'apprête à abattre sa hache sur l'autre des coréligionnaires qu'il a écarté avec son pied. Que fais-tu? Y a pas une toile de tente ou un truc comme ça que je peux utiliser pour essayer de le gêner? Pour les mettre dessus? Si, tu peux tout à fait faire ça. Je vais essayer de faire ça et emmener Marcus ailleurs. Tu lui balances la toile de tente dessus. Il la fend avec sa hache. T'approches de Marcus. Tu vois il a l'air d'être ouvert au niveau de l'abdomen, mais il fait nuit donc tu vois pas bien. Il y a juste les ombres projetées par le brasier. Oh, attention, petit derrière toi. Que fais-tu? Je récupère son bouclier et j'essaie de me protéger. Tu te retournes et c'est là que tu vois le colosse, l'abomination, le démon qui abat sa hache. Tu mets ton bouclier au-dessus de toi. Ton bras se brise tellement le choc est puissant. Le bouclier se fend en 2. Il est séparé en 2. Et le monstre arme à nouveau sa hache pour te donner un coup latéral et te trancher la tête. Tu vois la mort arriver. Que fais-tu? T'as ton épée en main. Ton bras est cassé. Je me mets à l'intérieur de sa garde pour pas avoir le tranchant. Au pire, je me prends le bois et je suis projeté, mais au moins je me fais pas couper en 2. Écoute, Au passage, j'essaie de le blesser, mais c'est plus du désespoir que d'autres choses. tu rentres dans sa garde, tu te prends un coup de coude parce que finalement, il se résout à simplement écraser sa formidable masse sur toi. Tu t'affaisses, tu vas essayer de le blesser quand même. Je vais te demander un test, tu vas lancer 2 dés, la difficulté est de 8. Tu peux me dépenser 1 point de détermination sur les 5 que t'as, mais t'en auras 1 de moins, même si on arrive au présent. Pas besoin, j'ai fait 10. Tu me décris exactement ce que tu fais, tu me décris ton intention le plus mortel possible, t'as aucune limite, c'est juste une intention pour l'instant. Alors, l'intention que j'ai, c'est... Là, je me suis pris un énorme coup. Du coup, je voudrais en profiter pour mettre un coup d'épée sous son aisselle, là où c'est pas protégé. J'essaie de planter à cet endroit-là. Eh ben, je te laisse me le décrire comme tu veux.
tu y arrives sans problème. Je te donne aucune limite, non pas sur l'effet, mais sur vraiment la manière dont ça se passe. Je suis couvert de sang, par désespoir, je lance mon épée en l'air en espérant lui toucher la tête, mais au final je touche au niveau de l'aisselle et sentant que ça commence à passer outre l'armure, je continue à enfoncer le plus possible. En perdant au fur et à mesure mes forces. Et tu sais que tu as vaincu ton ennemi, car le coup apporté a transpercé la chair, il n'y a aucun doute. Tu sais qu'il va tomber et que tu vas devoir éviter son lourd poids. La lame s'est complètement enfoncée dans l'aisselle et a même transpercé la clavicule, tellement t'es allé profondément. Alors tu ne comprends pas lorsqu'il abaisse un regard vers toi, comme s'il ne s'était même pas rendu compte que la lame avait donné un coup mortel, car oui, c'est un coup mortel. Et sans broncher, il t'attrape, te lève et te donne un énorme coup de tête, puis un autre. Tu sens ton nez se briser. Il te jette comme si tu n'étais rien. Tu tombes. Un autre ennemi arrive, te piétine. Il voit que tu bouges, t'enfonce sa lame. Quelque part dans ton buste, tu sens la douleur est intense. C'est un courant d'électricité qui passe dans tout ton corps. La douleur est telle, c'est trouble. À quoi tu penses en dernier, avant sans doute de mourir? Quelles sont tes dernières pensées? J'en ai deux. Je pense à Jeanne et à Archibald et à Taureau de l'orphelinat, et je pense à Bérangère. Les quatre se succèdent et je dois pleurer. Ça s'éteint. Et le colosse terminera son massacre. Il aura bien une cicatrice de plus sous l'aisselle, mais c'est à peine s'il la remarquera jamais. Lorsque tu te réveilles, l'odeur de mort est puissante. Une odeur de sang pas encore séché. Une odeur de viande, parfois même une odeur de viande brûlée. Des cris agonisants, des râles non loin de toi. Pharésiens, dalmériens. Des hommes qui meurent. Des hommes qui souffrent, des amputés, des borgnes, des mourants, des blessés, ceux qui tentent de les relever. C'est un amas de corps sur ce champ de bataille, sur cette embuscade, que la Dalmérie n'a pas gagné, malgré l'embuscade. Comme l'attestent les soldats pharésiens, qui vont de corps en corps pour achever les mourants. À quoi tu penses à ton réveil? Quelle est ta première pensée? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te sens blessé, ton corps n'est qu'une douleur. Que fais-tu? Tu peux pas abandonner maintenant. Lève-toi, connard. Et j'essaie de me forcer. Il faut que je me tire en fait, parce que je vais me faire finir sinon. Donc... Tu commences à ramper dans la boue. Tu rampes à côté, sur les corps. Où est Marcus? Tu n'en sais rien, ils sont tellement nombreux. Et tu entends une voix non loin de toi. Sergent! Le dalmétien qui a affronté le colosse est encore en vie! Tu entends un bruit de bottes. Vous voulez l'achever ou je le fais, sergent? Ramène-toi et j'essaie de choper une épée. C'est de... Regardez! Il essaie de choper une épée! Alors, je le finis? Attends, Nestor. Celui-là s'est bien battu. Survivre contre l'Arlequin, c'est une sacrée prouesse. Je me demande si... Sergent! C'est un dalmétien! Et tu vois que l'épée que t'essayais de prendre est piétinée par une botte. Et tu es retourné sans ménagement du pied
par un soldat qui te regarde et tu vois son visage, il a une cicatrice sur le menton. Je vais te finir. T'as le méchien. Il te crache sur le visage. Ah putain, t'es la chose la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. Attends, Nestor. Et tu vois un autre soldat qui s'approche près du dénommé Nestor. Il a les cheveux longs, blonds, un air sévère, et il t'observe, il t'étudie. Et puis il s'adresse à toi. Écoute, Dalmérien. Il regarde un peu autour de lui. Il regarde tes blessures. Je pense que tu peux t'en remettre. Moi et quelques amis, on va se tirer d'ici. Cette guerre vaut rien. On aura mieux à faire hors de l'armée. Dalmérien, Pharésien, peu importe. Si tu veux te joindre à nous, on part demain à l'aube. Je peux te débarrasser de tes couleurs et te donner celle d'un de nos morts. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On est juste des soldats, toi et moi. Des ustensiles, des outils. De toute façon, c'est pas comme s'ils savaient qu'on existait. Tu l'as dit. Tout le monde s'en fout. On combat les guerres des rois qui s'assassinent entre eux. Pour des histoires de cul. Pour des histoires de pouvoir. Alors qu'on est quoi? Des grouillots? Non. Si on doit être des grouillots, on sera nos propres grouillots. Alors, est-ce que tu veux qu'on te rafistole et qu'on te fasse te tirer d'ici aussi? À vos ordres, sergent. Mon nom est Harald, mais ouais, tu peux m'appeler le sergent. Et il te tend une main. Une main assez similaire à celle qui te présente l'entrée du corridor au sein du palais, Eleanor. Alibert, tu l'accompagnes. Le chef de la garde royale, Matthäus Prima, vous invite à passer et vous guide dans les couloirs du palais. Qu'est-ce que tu as fait, Eleanor? Pourquoi est-ce que tu es là? J'ai demandé une audience au roi. J'ai demandé une audience au roi suite à la découverte du laboratoire. La redécouverte du laboratoire. Eh bien, tu l'as eu ton audience. Mais pour rappel, le roi est jeune, il n'a que 14 ans. Alors toi, Eleanor, Alibert, vous êtes conduits dans les couloirs par Matthäus Prima. Et vous n'êtes pas conduits dans la salle du trône, non. Vous êtes conduits dans un salon aux tapisseries écarlates. Et dans ce salon, il y a des gardes royaux. Mais surtout, il y a un homme, l'archevêque Bénédicte de Pierre-Lune, qui se sert un verre de vin alors que vous entrez dans le salon. Est-ce que vous voulez un verre de vin, Madame d'Aubrac? Merci, je ne bois pas. Je ne bois pas beaucoup non plus, pour tout vous dire. Seulement en certaines occasions. Seulement dans ce salon. C'est la première fois que vous rencontrez l'archevêque. Archevêque qui est le responsable de la guilde des alchimistes. Ça n'a aucun sens, mais oui, c'est lui. Suite à l'incident de Carnandras, lorsque une partie du laboratoire souterrain a brûlé il y a des années, puis suite à la guerre des Trois Couronnes et à tout ce qui s'en est ensuivi, à la révolte, il a pris possession de la guilde. Alors ce n'est pas si étonnant que tu le rencontres. Tu es frappé par la manière dont il contraste avec tes propres ressentis à toi, flamboyant,
Il est glacial. Glacial et doux. Alibert, il jette un regard sur toi aussi, t'étudie. Mais comme de manière secondaire, comme si tu étais de moindre importance. Pourquoi as-tu choisi d'accompagner Eleanor? Erreur. Pour savoir quel en était de ces expériences qui ont l'air de tramer au-delà de la guilde des alchimistes, en tout cas, nous étions censés être les seuls. Est-ce que on était censés être les seuls à faire des recherches sur la radiance, à ma connaissance? Eh oui. Bien. Monseigneur, Mademoiselle d'Aubrac, vous avez demandé une audience au roi. Chose bien prétentieuse, le roi est très occupé, avec des choses de grande importance. Néanmoins, votre compétence, vos talents sont non négligeables. Et je souhaitais vous faire l'honneur de vous rencontrer et de vous accorder cette audience. oui. Donc je suis de moindre importance, mais je suis assez importante pour que l'archevêque daigne me rencontrer. Je veux bien de ce verre de vin, finalement. Je crois que je vais en avoir besoin. Et vous? Il te regarde, Alibert. Un verre de vin? Je m'en passerai, merci. Il te regarde. Surprenant. J'avais ouï dire que vous ne refuseriez pas. Et il verse un verre de vin qu'il te tend. Il s'approche de toi, Eleanor. Assez proche. Il esquisse un sourire et te tend le verre. Je prends le verre et je recule jusqu'à un siège où je vais m'installer. Faites comme chez vous, surtout. Oui. Merci. Allez, juste un instant avant que tu parles. Alibert, tu pourras intervenir quand tu le souhaites. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux apporter ton soutien ou dire quelque chose, tu le pourras. Pas de blocage. Je bois une gorgée. Je pense que je tremble légèrement. Et j'essaie de replacer tout dans ma tête parce que j'ai déjà été un peu... Je m'attendais vraiment à voir le roi. Hein? Si j'ai demandé une audience, c'est que... Je ne souhaitais pas parler des recherches sur lesquelles nous travaillons, Alibert et moi actuellement, et toute mon équipe. Celle-ci avance quelque peu, mais je m'inquiète d'autre chose. Alors que nous étions dans le laboratoire, nous avons... Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qu'il se passe dans le laboratoire, sous Carnandras. Bref, quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés dans une pièce qui, je croyais, avait brûlé lorsque un sujet y avait mis le feu, mais nous y avons trouvé beaucoup de sujets d'expérience. Tant avec de la radiance qu'avec d'autres choses. Et je te regarde, Alibert. J'aimerais savoir ce qu'il se passe en bas. L'objectif de la Guilde des alchimistes n'est pas que l'épanouissement technologique. La survie du genre humain, son épanouissement, la puissance de la Pharèse ne repose pas que sur les découvertes technologiques, mais également sur la lutte contre l'engeance, ce fléau qui nous menace tous. Un fléau qui nous menace et pour lequel nous pouvons peut-être trouver une solution. Solution dont nous pourrions avoir un monopole qui nous donnerait en retour cet avantage
cette puissance qui nous permettrait enfin de garantir la survie du genre humain. Tout cela est lié. Voilà ce que nous faisons dans tous les laboratoires de Carnandras. Quand il dit les laboratoires, on est au courant, nous, qu'il y en a d'autres? Bah maintenant oui. Bah ouais, donc du coup, on est relativement surpris. Oui, lui ça a pas l'air de le surprendre en revanche. Donc vous êtes au courant. Donc vous êtes au courant aussi de qui se trouve... Vous savez ce qu'il s'est passé il y a quelques années, j'imagine, juste avant l'incendie et tout le reste. Et il me semblait que cela avait mis un terme à ces pratiques. Vous vous rendez compte de... Et je bois un verre. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, de ce que ces personnes subissent, Mademoiselle et des Dora, risques que vous prenez. des traîtres. Comme des gens issus de la purge récente. Le culte de la Gorgone. Des prisonniers, des infâmes. Nous faisons en sorte qu'ils servent à la survie des gens de bien. Ces gens ont commis les pires atrocités. Ce qui leur arrive n'est pas glorieux, mais ils n'ont que ce qu'ils méritent, et ils permettront aux gens de bien de trouver la lumière. Et c'est ce que nous voulons donner au peuple, nous. Pardonnez-moi, mais à quel moment ce sont des gens de bien si ces gens de bien acceptent de torturer d'autres personnes pour rester des gens de bien? Voyez-vous la faille dans votre logique, monseigneur? Pas encore. Vous n'êtes pas... On ne peut pas faire le bien en torturant des gens. Vous vous en rendez compte? On ne peut pas créer la paix en impliquant des guerres. On ne peut pas cesser un combat en commençant un. Alors, expliquez-moi. Vous avez quartier libre? Expliquez-moi. Comment faire? Éclairez-moi. Quelle est votre vision? Je vous écoute. Il y a énormément de choses que nous pouvons prendre en compte avant même d'utiliser ces infâmes comme vous. Comme vous pouvez les appeler. Vous rendez-vous compte que vous pourrez être vous pourriez être l'infâme de quelqu'un d'autre. Je serais certainement l'infâme d'un autre, je serais peut-être votre infâme, comme vous seriez peut-être mon infâme, et je n'oserais jamais faire la moindre expérience sur vous. Et tout de même, bien, gardons en tête. Vous voulez faire ces expériences, mais il me semble qu'un de vos sujets d'expérience s'est déjà enfui une fois, non? Vous vous rendez compte du danger que cela représente? Si une seule des gouttes de l'engeance s'échappait dans les tuyaux de Carnandras, combien serait... Quelle épidémie? Et comment l'endigueriez-vous? Nous n'avons aucun moyen de l'arrêter à l'heure actuelle. Vos expériences sont ridicules, Vous n'avez aucune maîtrise sur tout cela. Moi aussi, j'ai créé l'ordre du manteau de Saint-Léonin pour lutter contre ces maléfices. Pansement! Vous mettez un pansement sur une hémorragie, ça n'a aucun sens! Et... Vous ne devriez... Je vous en conjure, monseigneur. Entendez la raison. La science ne peut pas marcher contre les hommes et pour les hommes en même temps. Il faut d'abord que nous fassions des calculs, que nous prenions soin de toutes ces choses avant de les essayer. Nous devons agir sagement et prudemment. Nous ne pouvons pas précipiter ces remèdes. J'ai vu ce qu'il était arrivé à Colbert et j'ai vu ce qui était arrivé à certains de vos sujets et j'ai bien conscience. À qui? De l'urgence. Qui avez-vous mentionné? Un sujet. C'est un simple sujet que j'avais croisé lorsque j'étais arrivé dans la guilde des alchimistes, mais peu importe son nom au final. Je vous demande de répéter ce que vous venez de dire. Quel nom avez-vous nommé? Colbert? Norbert? D'accord, Colbert, bien sûr, c'était Colbert, mais peu importe son nom, on s'en fiche, le résultat de l'expérience importe. Vous avez vu le désastre que cela a représenté. Je vois que ces traits Vous êtes- changent légèrement.
Il t'observe. Si je comprends bien, je ne peux pas compter sur vous pour participer à ces recherches dont vous avez désormais connaissance. Elles ne s'arrêteront pas, Eleanor Dobrak. Elles sont nécessaires. Non, elles ne sont pas nécessaires. Vous les croyez nécessaires parce que vous êtes... Vous les croyez nécessaires. C'est un tort. Vous vous précipitez parce que vous pensez que les autres pays vont nous doubler. Vous ne pensez qu'à votre profit et à votre stature. Mademoiselle Dobrak, je vous ai entendu. Soyez rassurés. J'écoute toujours les gens qui travaillent pour la lumière de Radiance. Chut. Je vous fais une promesse. Il esquisse un léger sourire faux. Si vous ne pouvez pas participer à ces recherches, si vous ne vous sentez plus en phase avec elles, rassurez-vous. Je trouverai un moyen de mettre à profit vos talents d'une manière qui seront plus en ligne avec vos valeurs altruistes. Est-ce que vous êtes en train de me renvoyer de mon poste d'alchimiste? Savez-vous seulement que... Il fait un signe à Mathéus Prima. Il va poser son verre. Cette audience est terminée. Ma mère. Mademoiselle Dobrak. Colbert, hein? Colbert. Je vous prie de sortir maintenant. Merci à vous pour toutes ces informations. Et Mathéus Prima fait signe qu'il faut sortir. Vous n'arrêterez pas, n'est-ce pas? Cette audience est Je n'ai terminée. pas l'intention de laisser... Ma mère avait bel et bien raison. Vous êtes comme votre père. Un simple pierre-lune, apeuré. Reclus dans votre palais ridicule. La seule chose que vous avez réussi à faire, c'est défaire votre ancien mentor. Et vous êtes exactement comme lui. Les idéalistes m'ont aidé à les défaire. Au revoir, mademoiselle Dobrak. Et alors que vous quittez les lieux, une autre personne que vous n'aviez pas vue est présente juste devant la porte. Un être vraiment laid, les cheveux longs graisseux, roux. Alibert, quelque temps plus tard, tu es chez toi, attablé à ton bureau, ton fidèle bureau où tu travailles souvent, seul lorsque tu n'es pas au laboratoire d'alchimie. Sur ce bureau, il y a plein de carnets, de papiers griffonnés, de bibelots issus de ton passé, des cartes partout, des cartes de continents, de lieux. Mais surtout, sur cette table, il y a une bonne bouteille d'alcool. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu fais devant cette table? Qu'est-ce que tu fais en général lorsque tu es là? Quelle est ta vie dans cette modeste demeure enfermée dans ton bureau? Généralement, je lis des livres, je me noie un peu dans l'alcool pour justement faire passer le temps. J'écris parfois des lettres. Et en ce moment même, tu es en train d'en écrire une. Qu'est-ce que tu écris? Héloïse, tu me manques terriblement, toi et les enfants. Je travaille dur pour réduire ma peine. Cela me permet au moins de voir la lumière du jour, malgré le trou dans lequel je passe mes jours. Je me rappelle encore les beaux jours d'été où nous prélassions à la chaleur du soleil. Mais maintenant, il ne me sert qu'à compter les jours qui nous séparent. J'espère que les enfants grandissent bien. Il me tarde de les revoir et de rattraper le temps perdu. Même s'ils doivent à peine se souvenir de moi. Nous reformons une famille, mon amour. Malgré les années, je reviendrai. Je te le promets. Tendrement.
Albert. Tu reposes la plume. Tu trembles légèrement, probablement l'alcool qui ruisselle dans ton sang. Et puis, ton œil s'égare sur ta vieille boussole. Et alors, tu te souviens. Tu te souviens de ta jeunesse. Tu as 20 ans. Il fait nuit, une nuit vraiment noire, et tu marches dans le bourbier, dans cette forêt à la terre meuble, dense, dangereuse. Tu l'explores. Exploration, c'est ta vie. Sauf que, cette fois, malheureusement, tu t'es perdu. Et tu as perdu le corps expéditionnaire qui était avec toi. Tu t'es égaré, trop enthousiaste, trop fougueux dans ta jeunesse. Et tu es là dans cet environnement hostile, et malheureusement tu ne les as pas retrouvés avant que la nuit tombe. Chose clairement contre-indiquée. Que fais-tu? Que ressens-tu à ce moment-là? Je cherche un lieu sec et en sécurité au moins. Si je dois passer la nuit, il faut que je la tienne jusqu'au bout. Et je reste à l'affût. Si je vois un mouvement, un signe de vie du corps, que je puisse les rejoindre. Tu marches, et malgré la nuit, il te semble reconnaître des arbres que tu as vus quelques heures auparavant alors qu'il faisait encore jour. Tu as l'impression d'être peut-être revenu sur tes pas. Excepté qu'il y a quelque chose de différent. À part la nuit, bien sûr. Il fait nuit, et alors que tu te rapproches de ce qui ressemblait à une clairière, alors que ce n'en était pas vraiment une car la couronne des arbres est très vaste, tu vois une sorte de halo lumineux. Une lueur bleutée, scintillante. Que fais-tu? Je m'approche, je vais voir ce qui pourrait générer cette lumière. Tu te rapproches, les branches craquent sous tes pieds, tu manques de trébucher sur les racines noueuses des arbres tout proches. Tu soulèves une des branches pour passer en dessous. Et tu n'as jamais rien vu de tel. La forêt est comme illuminée par ce halo bleu qui nimbe tout. C'est bleu, c'est brillant, cela scintille, cela attire de nombreuses lucioles qui virevoltent ici et là, attirées par cette lumière incroyable. Cette lumière si chaude et si glaciale à la fois. Et tu comprends que cette lueur émane d'une substance sur l'écorce de certains des arbres, en masse à différents endroits. C'est extraordinaire, le bleu scintille sur les arbres, et c'est comme si un ciel bleu étoilé coulait sur l'écorce. Que fais-tu? Je suis émerveillé par le spectacle. Et j'essaie de prendre je sais pas, je dois avoir un couteau sur moi et peut-être d'essayer de toucher la substance, de voir ce que c'est, si c'est l'écorce en elle-même qui génère de la lumière, si c'est... j'essaie de voir, comprendre. Alors non seulement tu as un couteau sur toi, mais tu as même encore une besace avec des ustensiles, car ton rôle ici est d'explorer pour trouver des ressources et découvrir ce que cette terre du bourbier a à offrir, donc tu as largement de quoi faire. Alors, tu t'approches, et plus tu te rapproches de l'un des troncs d'arbres, plus tu confirmes ton idée selon laquelle cette lumière émane directement de cette substance qui ressemble à une résine qui coule sur l'écorce.
et tu as presque atteint l'arbre lorsque, soudain, tu sens quelque chose au niveau de ton mollet. Une coupure. Ah, ça te fait mal. Et une liane s'enroule autour de ton mollet, te tire, tu tombes par terre, dans l'herbe, et tu es tiré en arrière, et ton mollet est arraché. Que fais-tu? J'essaie de couper la liane qui m'a saisi, et d'essayer de m'en débattre et de m'en défaire. Tu sors le couteau, t'essayes de couper, tu vas me lancer un dé, difficulté 8. Sans la liane qui non seulement te tire fortement, mais en plus s'enfonce plus profondément dans ton mollet. Ce sont comme des ronces énormes qui plantent leurs crocs dans tes muscles, qui les arrachent. Et en plus, les branches te zèbrent le dos. Et tu vois une sorte de fourré qui bouge un peu plus loin, là où la liane semble émerger. Et s'étirer encore plus. À une vitesse folle, que fais-tu? Ton couteau est à la main. Je m'acharne, j'essaye de me replier sur moi-même, de tirer, de défaire peut-être avec mes mains si j'arrive à tirer la liane, je sais pas à quel point je peux... Tu essaies de couper, tu tires. Tu vas me lancer un dé, attends avant de le faire, la difficulté va être de 6. Si tu te foires, tu peux utiliser la détermination, tu pourrais avoir des séquelles de ce qui va se passer. Ok. 9. Tu réussis à trancher la liane et elle se rétracte dans le fourré un peu plus loin. Et tout s'arrête. Tu es sur le dos, ton mollet meurtri, sur les branches, de nouveau dans la nuit du bourbier. Que fais-tu? Je regarde, je fais attention à ma plaie, j'essaye d'enlever les ronces qui s'étaient plantées dedans, et définitivement perdu dans cette obscurité. Il va falloir que je trouve un endroit pour me poser et me prendre soin de ma blessure et de m'en aller de cette zone. Peut-être que j'essaye de noter mentalement l'endroit où est cet arbre, si j'arrive à y retourner un jour. Très bien. Tu enlèves ce que tu as dans le mollet. C'est extrêmement douloureux et tu n'es pas sûr que tu as enlevé toutes les ronces qui ont été plantées à l'intérieur. Tu sens que le muscle est probablement à vif. Et tu te rends compte que tu n'as plus ta besace sur toi. Elle a dû être restée en arrière. Ok. Je vais essayer sans doute si je trouve un bâton, un bois pour pouvoir me faire une sorte de béquille pour pouvoir me déplacer plus simplement, plus facilement qu'avec mon pied déchiqueté. Décidément beaucoup de Je vais boiteux essayer ici. Ouais. Je vais essayer de retrouver la besace parce que c'est dedans que qui me permettrait de traiter ma plaie. Mais Tu repères un peu plus loin cette lueur bleue ainsi que les lucioles, d'où tu viens. Tu reviens sur tes pas et tu distingues cette besace. Tu distingues la besace et un peu plus loin les arbres que tu as laissés avec cette résine que tu as découverte, qui a été découverte grâce à toi et que l'on nommera plus tard la résine de Calliope. Et tu vois cette besace à quelques mètres de toi. Que fais-tu ? je fais attention qu'il n'y ait pas de liane de ronces à proximité. Et avec ma béquille, j'essaye d'attraper la besace à distance, de me mettre à distance pour choper la besace. Et déjà ça, voilà. Tu contournes les lianes car il y en a des racines noueuses. Tu les contournes, t'éloignant un petit peu de cette lumière bleue, de ce ciel sur terre. Tu dois donc t'égarer quelque peu dans les ténèbres pour contourner ces lianes noueuses. Et c'est à ce moment que tu t'enfonces jusqu'au pectoral. Tu tombes littéralement dans la terre et tu te sens
sombrer dans la terre elle-même, comme happée par elle et ses remous, dans le marécage. Que fais-tu? Je suis vraiment à l'intérieur, c'est ça? T'es en train de te faire happer, t'es vraiment... t'es dans le marais, dans la vase, jusqu'au niveau de tes pectoraux. D'accord. J'essaye de nager, essayer de justement me dégager, et j'essaye de me rapprocher peut-être d'une terre un peu plus meuble si. Tu te raccroches à quelque chose et tes mains se posent sur ce bout de bois que tu avais utilisé pour te servir de béquille. Et tu l'attrapes comme ça et malheureusement, tu es en train de couler dans la vase. Tu te sens perdu. Vers où vont tes derniers souvenirs avant la noyade dans cette vase, avant que la terre du bourbier ne t'absorbe définitivement? Mes souvenirs vont vers Héloïse. Héloïse, pour qui je suis parti Tu vois son visage ici. devant toi. Tu es complètement bourré. Et la première chose que tu entends vraiment comme un bourdonnement dans tes oreilles, c'est les pas lourds approchant sur le sol de la rue. Réveille-toi. Tu sens un coup de pied dans ton abdomen. Tu es assis comme la dernière des épaves contre un mur dans une rue sombre, peu éclairée de Carnandras. T'es qui? Tu commences à ouvrir les yeux. Un peu plus loin, dans la rue, tu repères une enseigne. L'enseigne de la taverne de la Lanterne Brisée que tu fréquentes parfois. Et il te faut quelques secondes pour reprendre tes esprits. Et la première chose que tu reconnais chez l'individu qui vient de te donner un coup de pied, c'est le foulard rouge qu'il a noué autour du cou. Et là, ça y est, tu sais qui c'est. C'est ton contact. Celui que tu vois tous les 6 mois à peu près, depuis maintenant 6 ans. C'est lui. Et là, tu te rappelles que près de toi, tu as une sacoche avec les lettres, dont celles que tu écrivais, mais surtout des rapports. Je vais ce qu'il te faut. Lève-toi, c'est comme ça que Je tu pointe penses. du doigt la sacoche. C'est en étant dans cet état que tu penses pouvoir rentrer chez toi. Chez moi. Je sais même pas si j'y rentrerai. Ça dépend de ce que tu apportes. Est-ce que là, il y aura quelque chose d'intéressant dans ce que je vais lire, dans ce que je vais ramener? Je te pose la question. Ouais, normalement, c'est bon. Ça devrait le faire. Bah alors dis-moi. Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans d'intéressant? Viens, on va se mettre dans un couloir un peu plus discrètement parce que. Il te met le bras sous l'aisselle et il essaie de t'aider à te relever. Allez, viens. Prends la sacoche. Alors dis-moi. En substance, une nouvelle information, quelque chose qui peut nous être utile? Oui, c'est bon, oui. La guilde des alchimistes. On n'est pas le seul laboratoire. Et ils font des expériences sur les humains. D'accord. Je La vois. petite là, Éléonore. Ta patronne? Ouais, Hmm. ils vont peut-être s'en débarrasser. Ah bon? Pourquoi? Elle est pas très alignée avec les idéaux de l'archevêque qui commande ces expériences. Ah. Je vois. D'accord. Moyen de faire quelque chose, hein, je sais pas. Bon.
Bah, j'espère que tu nous détailles bien tout ça. Bien. Ouais, J'imagine qu'il y a des lettres là-dedans aussi. oui, tout ce qu'il te faut. Bon. Bah tiens-toi prêt alors. Peut-être que cette fois c'est la bonne. Ouais. Ouais, j'espère. Ouais. Essaie de pas crever la gueule ouverte dans un caniveau d'ici là. Je vais essayer.